Je ne pense pas que Donald Trump soit assez naïf pour croire que Vladimir Poutine veut la paix. Certains aiment sculpter de petites figurines en bois, et lui, il aime réconcilier des pays. Joe Biden aurait facilement pu empêcher cette guerre. Qu'est-ce que cela signifie de gagner du point de vue de Vladimir Poutine ? C'est Donald Trump qui fait tout ça parce qu'il veut le prix Nobel. C'est à peu près la même absurdité. Ce n'est pas sa guerre, elle se passe ailleurs, sur un autre continent. Nous avons beaucoup à faire en Amérique avec des personnes très formatées, issues des universités américaines et européennes. C'est pourquoi il vaut mieux menacer avec des tomahawks que les donner. La seule chose qui peut mettre fin à cette guerre, c'est ça. Oui, et nous avons organisé le Maïdan, je m'en excuse. Toute notre tâche consiste à ramener le bon sens des deux côtés. Léon Weinstein, politologue et personnalité publique. Nous sommes en ligne avec lui, je le salue. Bonjour Vassili, merci. Toujours heureux de venir sur votre chaîne. Je ne crois pas qu'on puisse relier directement les Tomahawks à une guerre plus rapide. Laissez-moi essayer de dessiner ce que, je soupçonne, se passe dans la tête de notre gouvernement. Pas seulement Donald Trump, mais aussi ses conseillers. Parce que dans 99% des cas, ce que nous entendons est le résultat d'une certaine discussion et des conclusions tirées par un groupe. Appelons-les des experts. En fait, le marteau levé, qui est sur le point de te frapper, est toujours bien plus effrayant que lorsque le coup est déjà tombé. C'est pourquoi la perspective d'envoyer quelque chose là-bas, que ce soit des aboiements ou non, je ne sais pas. Ce qui aidera, c'est de frapper encore plus de Russes et d'atteindre les Russes au cœur de la Russie, pas seulement sur le front. Théoriquement, cela fonctionne mieux que ce qui a déjà été envoyé, et mieux que certaines autres choses aussi. C'est bon, j'ai déjà envoyé, tu peux faire autre chose. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième. Je ne pense pas que Donald Trump soit une personne aussi naïve. Il ne l'a jamais été, il ne s'est jamais montré naïf, au point de croire que Vladimir Poutine veut la paix. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est comme dire que Donald Trump fait tout ça parce qu'il veut le prix Nobel. C'est à peu près le même genre d'absurdité. Le fait est que Vladimir Poutine, analysons seulement sa partie. Parce que sans cela, il est clair que nous ne pourrons probablement rien faire. Il a ses propres limites, ses propres peurs, ses propres problèmes. Je comprends que nous, vous et moi, nous moquons un peu de ces problèmes, mais sans comprendre ces problèmes, nous ne comprendrons pas comment parvenir à cette paix tant recherchée. Donc Poutine se trouve dans une situation où il a tout gâché. Eh bien, cela fait déjà 4 ans que le pays, en gros, ne s'est pas développé, qu'il a vécu selon les lois, comme on dit, du temps de guerre. Eh bien, à part Saint-Pétersbourg et Moscou, où cette guerre est à peine perceptible. Malgré tout, pendant près d'1 million de personnes ont été sacrifiées. Là-bas, Donald Trump dit 1,5 million, je ne sais pas, il aime exagérer. Quand on lui dit entre 1 demi-million et 1,5 million, il dit 1,5 million. C'est la bonne tactique pendant n'importe quelle négociation. Mais néanmoins, nous ne savons pas, un certain nombre assez important a été tué. Une partie de la population est très mécontente que la guerre continue et qu'il y ait des sanctions, qu'on ne puisse pas aller en France pour se reposer ou qu'on ne puisse pas faire certaines choses comme ça. Quelque chose comme le fromage Rochefort. Une partie pense simplement que la guerre avec l'Ukraine est mauvaise. La société n'est pas très homogène à ce sujet. Il y a eu récemment des troubles parmi les jeunes à ce propos. À Saint-Pétersbourg, hier ou avant-hier, 200 à 300 personnes se sont rassemblées et ont chanté des chansons qui, je dirais, sont offensantes pour Poutine. Il existe des humeurs dans la société, mais où est-ce le problème ? Poutine ne peut pas encore le dire. Nous nous replions tous et nous partons. Il doit dire « Nous avons gagné, nous avons atteint les objectifs qui étaient fixés ». Avant le début, il évite le mot « guerre » et parle de d'opération militaire spéciale, ce qui revient au même, tout le monde comprend. Maintenant, pour pouvoir dire cela, il faut les avoir. Aujourd'hui, il y a tellement de blogueurs, de podcasts et tout ça, que s'il ment simplement, tout le monde saura qu'il ment simplement. Donc, il doit gagner. Qu'est-ce que gagner du point de vue de Poutine ? C'est soit conquérir, soit obtenir tout ce qu'il a inscrit dans la constitution de la Fédération de Russie.
C'est-à-dire, il y a 4 régions, plus la Crimée, plus la reconnaissance par l'Occident, que ce soit seulement les États-Unis d'Amérique ou un Occident plus large, la reconnaissance que ce sont des territoires d'Iran qu'ils contrôlent. Il peut accepter, même si nous ne reconnaissons pas leur inclusion dans la Fédération de Russie, mais que nous admettons, comme pour l'Union des républiques socialistes soviétiques avec la Corée du Nord et du Sud, cela lui ira. Donc il doit soit s'emparer de ces régions par la voie des lois militaires, soit par la voie diplomatique. Maintenant, sans cela, il ne pourra en aucun cas ramener les soldats. Maintenant, il y a encore un autre problème, c'est le retour des soldats. Je ne sais pas exactement combien ils sont là-bas, mais quand les Afghans sont revenus d'Afghanistan, ils étaient moins nombreux, et pourtant, une sous-classe de bandits, appelée les Afghans, est apparue. Ils sont revenus avec des armes, avec du sang sur les mains, avec une attitude totalement froide envers le meurtre, la torture et tout le reste. Et ils ont inondé la Russie. Cela se produisait à chaque fois que l'armée revenait, pour ainsi dire, qu'elle rentrait, et ils avaient des armes. Staline a essayé de réprimer cela avec des camps de concentration et ainsi de suite. Poutine n'a pas le même pouvoir que Staline à l'époque. Je parle de cet appareil répressif-agressif, de l'appareil répressif-agressif. C'est-à-dire qu'il existe, mais il n'est pas aussi, développé, il n'est pas autant développé. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul propriétaire et commandant de la Russie. En somme, sans ramener la victoire à la maison, Poutine ne peut pas mettre fin à cette guerre. La seule chose qui peut mettre fin à cette guerre, c'est un énorme bâton qui, s'il ne met pas fin à la guerre, le frappera, et des tomahawks. Ce n'est pas ce gigantesque bâton qui l'emportera sur tous les problèmes et toutes les peurs qui surgiront s'il ramène les soldats sans avoir accompli les objectifs de cette opération. En fin de compte, toutes les discussions avec Poutine jusqu'à présent n'ont rien donné. L'Ukraine n'a pas accepté de céder ces 4 régions. Et, pour ainsi dire, construire un mur ou tracer une ligne autour de ce que la Russie a déjà reconnu comme russe, c'est-à-dire ce qu'elle a décidé être russe, ou alors tant que Poutine n'a pas encore conquis ces régions. Voici la situation. Discuter avec Poutine, que ce soit 2, 16, 144 heures ou 10 minutes, aboutira toujours au même résultat. À la fin de la conversation, il dira simplement « Nous allons prendre, nous devons obtenir ces régions. » Point final. C'est pourquoi de quoi Trump va-t-il parler aujourd'hui ou est déjà en train de parler avec Zelensky? Qu'est-ce qu'il peut transmettre d'autre à part cette position de Poutine? Je ne comprends pas encore. Je pense que Trump n'a juste pas encore trouvé cette grande carotte ou ce bonbon. Ou là-bas, comme on l'appelle en russe, qu'on peut donner à Poutine, à la Russie, etc. Pour contrebalancer cette peur des désordres, des coups d'État, des révoltes, de la haine, du renversement du pouvoir. En Russie, monsieur, les révoltes modales sont très rares, mais quand elles éclatent, elles sont incroyablement sanglantes. C'est Sienka Razine, c'est Pougatchev, c'est Batka Makhno, et ainsi de suite. Je pense que toutes ces discussions en ce moment, à mon avis, ne mèneront à rien. Bien que Trump soit sans aucun doute un homme incroyablement talentueux, et Dieu seul sait, nous ne savons pas ce qu'il a encore dans sa manche. Je ne pense pas que Trump estime qu'il faille rendre ce que la Russie n'a pas conquis. Mais le fait est que, si je comprends bien, et je peux me tromper, la partie ukrainienne, elle, ne le veut pas. Et il n'y a pas de démarcation sur la ligne où, pour ainsi dire, les partis ont aujourd'hui pris position. Oui, là-bas, à peu près sur cette ligne, on peut l'ajuster un peu par-ci, un peu par-là, mais pour ainsi dire, elle est tracée là-bas. Comme on dit, ce qu'ils ont pris, ils le contrôlent. Je pense qu'il y a une tentative de pression sur Poutine, une tentative de le convaincre de ne pas vouloir ou de ne pas essayer d'aller plus loin, et il y a aussi une pression sur l'Ukraine. Les gars, vous ne pourrez pas chasser la Russie de ces régions par vous-même, alors calmez-vous et essayons de faire en sorte que la séparation se fasse selon la ligne où ils se trouvent actuellement. En quoi la tenue de négociations aujourd'hui à la Maison-Blanche sans Poutine affaiblit-elle la position russe? Je ne comprends pas très bien ce que cela signifie de devoir absolument se rencontrer à 3, à 4, à 8 et ainsi de suite.
Vous savez, selon la législation britannique qui a été adoptée en Amérique, il existe un concept où ce n'est ni un arbitrage ni un tribunal. Et c'est ce qu'on appelle chez nous la médiation. Je ne sais même pas comment on dit ça en russe, médiation. Je ne sais pas ce que cela signifie. Deux personnes, organisations ou représentants sont assis dans des pièces séparées et la personne responsable gère la situation. Tente de les réconcilier ou de résoudre le problème. Disons-le ainsi, oui, il va voir l'un, discute avec lui, puis il va voir l'autre, discute avec lui, puis il revient vers le premier, et ainsi de suite. Je ne sais pas combien d'allers-retours il y a eu. 2, 18, 34 ? J'ai participé à cette médiation 2 ou 3 fois en tout. J'étais assis dans la pièce. Les personnes avec qui nous étions là-bas en entreprise, sauf moi qui n'ai pas continué, étaient dans une autre pièce. Et ainsi, disons, cette personne faisait la navette entre les deux. Jusqu'à ce qu'il arrive à la conclusion que les positions étaient suffisamment proches et que les émotions étaient suffisamment apaisées pour qu'on puisse enfin tous se réunir et, disons, discuter. Voilà, exprimer les toutes dernières idées, etc. et essayer de les amener jusqu'à une décision. C'est ce que fait Donald Trump, et je ne comprends pas pourquoi on écrit cela tout le temps en Ukraine, mais pas en Russie. Mais pourquoi ? Il a rencontré en privé. Mais pourquoi, avec qui, de quel droit, et à qui cela importe-t-il que le président des États-Unis rencontre quelqu'un ? S'il en a envie, il rencontre. S'il n'en a pas envie, il ne rencontre pas. Mais personne ne signe pour l'Ukraine, n'est-ce pas ? Donc rien, c'est l'Ukraine. L'Ukraine décidera seule si elle accepte tout ou partie de l'accord final. Pour l'instant, Trump, qui est au centre, s'est lui-même mis dans cette situation, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Donc, en réalité, ce n'est pas sa guerre, ce n'est pas du tout sa guerre. Ce n'est même pas une question de savoir si cela a commencé sous son mandat ou pas, ce n'est pas lui qui a commencé, ce n'est pas lui qui a lancé cela. Parce que ce n'est pas sa guerre, elle se déroule sur un autre continent. Beaucoup à faire ici, en Amérique. Oui, il pense simplement qu'il faut trouver des moyens de résoudre les problèmes, sans se frapper la tête avec des pierres ou des missiles. Voilà, eh bien, c'est ce qu'il pense d'ailleurs. Moi aussi, je pense comme ça. Mais bon, pourquoi s'en mêler ? Mais lui, il s'en mêle. Là-bas, on est à réconcilier le Pakistan avec l'Inde, l'Arménie avec les Arméniens, et tente maintenant de rapprocher Juifs et Arabes. Eh bien, chacun a son passe-temps. Il y en a qui aiment sculpter des petites figurines en bois, et lui, il aime réconcilier des pays. D'accord. Donc à cause de ce passe-temps, il s'est impliqué là-dedans. Et nous n'en tirons aucun bénéfice. Vraiment aucun. Absolument aucun bénéfice de tout ça. Ces terres rares, eh bien, il y en a aussi au Brésil, en Argentine, au Groenland et ailleurs encore. L'extraction pourrait prendre bien plus de temps dans ce contexte militaire en Ukraine qu'au Groenland. Donc je ne sais vraiment pas. Il n'y a ni le blé dont nous avons besoin, nous avons notre propre blé, en abondance, nous le vendons, ni le pétrole, nous avons aussi notre propre pétrole en abondance, nous le vendons. Donc rien en Ukraine ne nous intéresse. Alors pourquoi nous y sommes-nous impliqués ? Cela signifie aussi que nous subissons en permanence les attaques ukrainiennes. De blogueurs, journalistes, citoyens et politiciens ukrainiens pour tenter de stopper la guerre chez eux. Oui, c'est-à-dire, eh bien, pour vous dans ce sens-là. Donc moi, je pense qu'il est grand temps de dire, les gars, débrouillez-vous vous-même, ce n'est pas notre affaire, ce n'est vraiment pas notre affaire. Oui, c'est autre chose que nous. Personnellement, je me sens responsable du fait que ce salaud de Biden a provoqué ça. Alors que Biden aurait pu facilement empêcher cette guerre. Non seulement il l'a permise, mais à mon avis, il la voulait pour une raison quelconque. Il a poussé à cela, donc en un certain sens. Et puis évidemment, ce que nous avons fait au Maïdan, je m'en excuse auprès de vous. Nous avons dépensé pas mal d'argent et fait beaucoup d'efforts, et nous avons mis toute l'Ukraine sens dessus-dessous. Et toute l'Ukraine a commencé à croire que c'est elle qui voulait chasser Yanukovych et donc orienter le pays dans une autre direction. Eh bien, cela nous a coûté environ 5 milliards de dollars pour lesquels nous aussi. Je ressens ça aussi, même si ces salauds n'ont rien à voir avec nous, mais ils sont de mon pays. Et donc, dans ce sens-là, peut-être que nous, en ressentant notre culpabilité pour ces deux choses, nous essayons, pour ainsi dire, d'arrêter le massacre de la jeunesse ukrainienne, dont, à mon avis, un demi-million de personnes sont déjà mortes, nous essayons d'arrêter cela, malgré le refus total de l'Ukraine elle-même de mettre fin à ce massacre. Pour l'Ukraine, l'essentiel n'est pas tant d'éviter la mort des jeunes que de ne céder aucun mètre de terre. Et toute notre tâche consiste à ramener, pour ainsi dire, le bon sens réel. Le sens, le ramener des deux côtés.
D'un côté, tu ne pourras pas prendre plus que ce que tu as déjà pris, et de l'autre côté, tu ne pourras pas libérer ce qui a déjà été pris. Et contentez-vous de cela, contentez-vous. Et essayez de vivre de telle sorte que dans 20 ans, cela commence à s'oublier. Et vous redeviendriez à nouveau, pour ainsi dire, des voisins, des peuples frères avec des proches ou quelqu'un d'autre. Dans ma classe, à Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg, il y avait 4 Ukrainiens, dans une classe de 30 personnes, 4. Peut-être même plus. Peut-être qu'il n'y avait que des noms de famille ukrainiens, il y avait 4 noms de famille ukrainiens. C'est-à-dire, sinon il y a un énorme nombre d'Ukrainiens en Russie, un énorme nombre de Russes en Ukraine. Les Russes ont aussi été déplacés là-bas, je comprends, disons, de manière forcée. D'abord, ils ont organisé l'Holodomor. Là-bas, 8 millions de personnes sont mortes, en Ukraine, l'Union soviétique, et ensuite ils ont commencé à y déplacer, disons, la population russe. Je comprends que c'était une politique, disons, du centre, la politique à cette époque du Géorgien qui était là, Djougachvili, Mais tout cela était déjà passé, c'est fini, derrière nous. Je ne m'en souviens pas non plus, mais je me rappelle les soulèvements sous l'Union soviétique, les villes encerclées par des chars et les tirs sur celles-ci. À 6 ans, je suis passé en voiture avec mes parents à côté de cela par hasard. On nous a arrêtés jusqu'à ce qu'ils les fusillent contre les arbres là-bas, puis on nous a dit de partir. Donc nous sommes passés à côté de ce que les chars avaient fait là-bas. Comment s'appelait cette ville déjà? J'ai oublié maintenant. Voilà. Nous venions de Saint-Pétersbourg, je crois, passant par Moscou vers le sud, peut-être en Crimée ou dans le Caucase. J'avais 6 ans, je ne m'en souviens pas. C'est ainsi que ça s'est fini. Tout cela est déjà oublié, on n'y peut rien dire. Là-bas, Khmelnytsky éventrait les femmes juives enceintes. Alors quoi, je vais détester tous les Ukrainiens pour ça. Je comprends qu'il y a de l'antisémitisme dans ce peuple, et parmi les juifs, il y a du sionisme envers les autres peuples. On ne peut pas s'en débarrasser, que faire? Il faut vivre la vie réelle d'aujourd'hui. La Finlande a cédé 1/3 ou 1/4 de son territoire, la Carélie. J'ai vécu sur l'isthme de Carélie, c'est ce qui a été cédé. Mais elle a conservé le reste du pays. C'est la décision de chaque peuple. Ils pouvaient se battre jusqu'au bout et arrêter les Russes, ou la Russie aurait conquis toute la Finlande qui n'existerait plus. La Finlande est désormais indépendante et membre de l'OTAN. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour tous, mais pour Trump, il vaut mieux cesser de se battre. Aucun, 0. Le fait est qu'il y a 2 façons de résoudre les conflits. L'une, c'est avec une pierre, un marteau, une balle, etc. Et l'autre, c'est d'une autre manière. Voici votre humble serviteur, tout comme Trump, et cela bien des années avant même que je sache qui il était. Trump pensait que l'un des plus grands problèmes qui existent dans notre civilisation, qui nous le savons, existe depuis environ 6000 ans, nous ne savons pas ce qu'il y avait à cette époque. Le seul livre qui remonte aussi loin, c'est la Bible, qui donne une idée de ce qui s'est passé il y a 6000 ans. Donc, notre civilisation, pendant presque ces 6000 ans, a toujours résolu tous ces conflits de la même manière. D'abord avec des pierres, puis des flèches, lances, épées et enfin canons. Et notre science, ce que nous appelons la science, les sciences physiques, ont fait un bond en avant considérable. Aujourd'hui, au lieu de, je ne sais pas, pour vaincre 10 personnes mais à l'épée, il faut être un combattant très sérieux. Ces 10 personnes résistent encore. Et c'est une journée de travail et puis il faut se reposer une nuit. Mais aujourd'hui, tu viens, tu appelles quelqu'un appuie sur un bouton, quelqu'un appuie sur un deuxième bouton, quelque chose s'envole. Et boum, il n'y a plus Nagasaki ou Budapest ou Amsterdam ou autre chose. On peut même le faire facilement entre 2 fois ou 2 bouffées, en appuyant sur ce doigt. C'est pourquoi nos sciences physiques ont avancé très loin, alors que nos sciences sociales, les soi-disant sciences, c'est-à-dire les compétences, sciences psychologiques, psych. Appelez-les comme vous voulez, il y a un nom que vous ne comprendrez pas, non pas parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Cela s'appelle la science volitionnelle, c'est-à-dire la science des êtres dotés du libre arbitre. Mais cela, dans le milieu non anglophone, est en général une chose non développée et inconnue. Ainsi, nos sciences volitionnelles ne sont pas développées, elles en sont au niveau de l'homme des cavernes. Je me suis vexé et été frappé avec une pierre. Tant que la pierre était une flèche, lance, épée ou boulet de canon, c'était acceptable, mais dès qu'elle est devenue...
Nous n'apprendrons pas à résoudre nos problèmes autrement. Si de notre psychologie, on n'enlève pas le « Ah d'accord, alors je vais y aller maintenant, je vais te frapper avec une pierre, tu m'as offensé avec des mots, et moi je vais t'offenser maintenant en tuant tous tes proches ». Si nous n'enlevons pas cela de notre psyché collective, de toute façon on ne pourra pas l'enlever de la psyché individuelle, mais au moins de la psyché collective. Alors un jour, nous appuierons sur ce bouton, et Amsterdam explosera, et avec elle tout ce qui, disons, retombera sur la Terre, disons. À Nagasaki, la retombée couvrait 15 km à Amsterdam, ce sera 3000 km, et nous nous détruirons les uns les autres. C'est pourquoi l'idée de Trump n'est pas d'intensifier la guerre en envoyant des Tomahawks, parce que cela prolonge la guerre, cela l'aggrave. Ce n'est pas parce que nous enverrons des Tomahawks que la Russie cessera de se battre. Nous avons déjà parlé du problème de Poutine, etc. Et si nous n'envoyons pas de Tomahawks, eh bien ce sera comme une menace qui planera au-dessus de la tête de Poutine. Qu'ils peuvent les envoyer ? Alors, certaines choses exploseront peut-être près de Saratov, Ryazan ou Moscou. Et alors, sa situation sera, pour ainsi dire, telle qu'il est tout à fait possible qu'il y ait un complot de palais et qu'on l'écarte, qu'un complot l'écarte. C'est pourquoi il vaut mieux menacer avec des Tomahawks que de les donner. Je comprends que l'Ukraine aimerait évidemment les avoir. On dit ça de tout le monde, chaque camp dit ça de l'autre camp, dit-il. Un idiot comme ça, il ne comprend rien d'autre que quand on lui met une claque. C'est ça, déclencher la guerre. Je viens de dire ça et j'ai pensé à combien de commentaires indignés il y aura disant que je suis un idiot, que je me suis vendu à Poutine, et mentionnant ma nationalité. Je comprends très bien qu'il y en aura des centaines, mais c'est juste pour que tout le monde comprenne. Je ne peux répondre et dire que ce que je pense. Et si je ne pense pas quelque chose, je n'en parlerai pas. Depuis le moment où Trump s'est exprimé pour la première fois sur cette guerre, c'est-à-dire en réalité quelques mois, 4 avant son élection, ou peut-être 6, je ne me souviens d'aucun moment où il ait hésité d'un côté ou de l'autre. Ce que vous dites là, c'est pour moi une nouvelle absolument surprenante. C'est-à-dire que ce n'est pas vous personnellement, mais le monde perçoit ce que fait Trump comme une sorte d'hésitation. C'est étrange, pourquoi ? Eh bien, le fait qu'une personne, je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai participé assez souvent à toutes sortes de négociations de haut niveau, comme on dit, en commençant par des négociations avec les employés de mon entreprise qui voulaient une augmentation de salaire, des changements de certaines règles, et ainsi de suite. J'ai même organisé des négociations entre des villes, j'ai mis en place des jumelages entre Leningrad, à l'époque c'était encore Leningrad, et Los Angeles, puis Saint-Pétersbourg, jusqu'à des négociations au niveau, disons, gouvernemental. Tu essaies toujours d'aborder les choses sous différents angles. Surtout si elles s'éternisent, ce ne sont pas simplement des négociations où l'on s'assoit aujourd'hui, demain on doit décider, et après-demain on est obligé de tout signer. Ça arrivait aussi. On doit trouver un accord sur certains points, mais on y est contraint. Ici, quand tu as du temps, tu abordes naturellement les choses sous divers angles. Parfois tu menaces, parfois tu flattes. Tu ne te disputes jamais avec la personne, tu ne lui dis jamais qu'il est un meurtrier, un nain sanguinaire ou quelque chose comme ça. Parce que ça ajoute du négatif, et la personne perd l'envie, elle ne s'en rend même pas compte, mais elle perd l'envie de négocier avec toi. Quand ce n'est pas personnel, cela retire déjà une part d'émotion. Voilà, Donald Trump, pendant tout ce temps, n'a jamais changé d'avis, il pense qu'il faut arrêter cette guerre. Je l'ai déjà dit une fois dans votre émission, mais pour lui, Donald Trump, peu importe où passera la ligne de démarcation. L'essentiel, c'est que les deux parties acceptent qu'il y ait cette ligne. Toi d'un côté, moi de l'autre, et qu'on ne se tire plus dessus. Et Donald Trump essaie simplement de convaincre les parties de cela par différents moyens. Je dois vous dire que, de notre point de vue, l'Ukraine est tout aussi inflexible que la Russie. C'est pourquoi je comprends que, depuis la Russie, en vous regardant, il semble que c'est « voilà, nous luttons contre le fascisme ». Et eux et d'autres les ont convaincus de cela, n'est-ce pas ? Et on vous a convaincu que le nabo sanguinaire, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Donc il n'a aucune idée, aucune pensée, pas d'OTAN, pas d'avarice, il veut juste envahir l'Ukraine parce que c'est un fou. Ou quelque chose comme ça, voilà. Autrement dit,
Chaque camp est convaincu de quelque chose qui n'est pas vrai, et maintenant ils se battent contre des moulins à vent, et non contre l'ennemi réel. Je ne dis pas que la Russie n'est pas coupable de quelque chose. Ils ont tué un nombre énorme de personnes, ils ont détruit, ils ont brisé des vies, ils ont forcé environ 10 millions d'Ukrainiens à partir, les gens ont été obligés de quitter leur pays. Des destins sont brisés, des villes sont détruites, et ainsi de suite. J'en suis parfaitement conscient. Je parle simplement du fait que psychologiquement, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas la direction. Je ne sais pas, mais le pays, la population, ils sont imprégnés de la propagande qu'on leur a inculquée, et ils ne peuvent pas parler normalement. C'est comme les Arabes qui ne peuvent pas rester calmes face aux Israéliens, et comprendre que les Israéliens aussi veulent vivre dans ce monde en étant vivants, pas morts. Ils ont été influencés par une propagande les décrivant comme des monstres avec des cornes, buvant le sang des bébés musulmans et le mélangeant à la matzah. Eh bien, comment peut-on négocier avec eux s'ils mélangent le sang de nos bébés dans leur nourriture pendant leur sommeil ? C'est pourquoi tant que cela continuera ainsi, la guerre continuera des deux côtés. Eh bien, oui, bien sûr, cela a toujours existé, même à l'ère moderne, c'est en quelque sorte Goebbels qui a commencé cela. Il est venu en Amérique, a commencé à étudier la publicité et le marketing dans l'industrie du cinéma. Il a eu entre les mains des manuels extraordinaires. Étant talentueux, il a déclaré « Mon Dieu, peut-on vraiment tromper tout un peuple pour n'importe quelle raison ?» Ça lui a plu, puis il a aimé l'idée de l'eugénisme, ce qu'on appelle ainsi quand on le montre ici. Le Parti démocrate a décidé d'éliminer les Noirs à l'aide des avortements et ainsi de suite. Le Parti démocrate est en général une organisation très intéressante chez nous. Il est parti en Allemagne avec deux idées. Premièrement, regardez comment un grand mensonge, répété plusieurs fois, finit par devenir dans l'esprit des gens une vérité. Et deuxièmement, commençons à détruire, inventons la lutte des Aryens contre les non-Aryens et rassemblons notre peuple autour de cette idée. Les non-Aryens boivent notre eau, notre sang, et c'est pour cela que nous vivons mal. C'est une idée socialiste classique. Nous vivons mal car quelqu'un nous exploite, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et il est en quelque sorte le père transféré de la pratique de la propagande cinématographique à la propagande mondiale, militaire, révolutionnaire et ainsi de suite. Donc il est le père de ce qui est aujourd'hui appelé le conditionnement mental. Et la Russie a repris cela, l'a développé. Leur conditionnement mental est beaucoup plus élaboré que celui de l'Union soviétique. Je suis spécialiste en propagande, c'est certain, mais pas forcément en conditionnement mental. Je m'y connais un peu, même pas un peu, je dirais que je m'y connais vraiment bien. Et eux, bien sûr, ils agissent de façon impressionnante. Mais je dois vous dire tout de suite qu'en Ukraine, les spécialistes américains ou leurs propres jeunes et intelligents font exactement la même chose et de la même manière. Eh bien, je pense que la question est plus large. Et la soi-disant race blanche, ou appelons-la parfois la civilisation judéo-chrétienne, et ainsi de suite. Il y a quelque temps, comme toute autre civilisation, elle a suivi cette voie. Je vais maintenant dire un mot que les gens ne comprendront pas très bien, je veux dire le suicide, c'est-à-dire sur la voie de l'autodestruction. Pourquoi, je ne sais pas, mais il se trouve que tous les empires, tous les pays, toutes ces cultures, à un certain moment, pour une raison quelconque, ils ont commencé, disons, ils se désintègrent surtout à cause de ce qui se passe en eux, pas à cause d'une attaque extérieure. Et donc ce processus d'autodestruction ou de suicide, comme je l'ai dit, est en cours. Sinon, nous aurions encore aujourd'hui l'Empire babylonien, par exemple, ou l'Empire romain, et ainsi de suite. L'Égypte qui a existé pendant, je ne sais pas, 1000 ans, mais qui, pour une raison quelconque, commence soudainement à s'effondrer, encore une fois, pas parce qu'il y a un concurrent qui l'attaque. Bien que plus tard, physiquement, lorsque l'État s'affaiblit, devient vermoulu et ainsi de suite, quelqu'un arrive et commence, pour ainsi dire, à profiter des fruits de cette civilisation. Parce que pourquoi certaines personnes attaquent-elles d'autres uniquement pour, disons, prendre quelque chose qu'ils ont et que nous n'avons pas ? Parfois, il s'agit de bâtiments physiques, de bijoux et d'autres choses. Parfois, c'est simplement la possibilité d'exploiter et de percevoir un tribut d'un plus grand nombre de personnes aptes au travail.
Donc, pour une raison quelconque, quelque part à la frontière des années 90 et du début des années 2000, cela a commencé. Peut-être que le processus était déjà en cours depuis longtemps, mais il a commencé à se manifester clairement. C'est ce qu'on appelle la décadence. Et maintenant, donc, il y a une tentative, l'administration actuelle, ou plutôt, oui, une tentative. Qu'est-ce qui s'est passé ? La réponse à cela a été que les travailleurs, ceux qui travaillaient vraiment, pas ceux qui allaient dans les universités, recevaient une éducation. Pour ainsi dire, on leur lavait le cerveau. Les personnes les plus conditionnées, ce qu'on chez nous, viennent pour des universités américaines et européennes. Plus tu y es resté longtemps, plus ton esprit devient incapable de percevoir quoi que ce soit de nouveau ou de différent, comme on dit. Ton cerveau est formaté. Voilà des gens qui travaillaient, qui ne comprenaient pas pourquoi. Il se passe ce qui se passe. Leur réaction, c'était ce traumatisme. Voilà pourquoi ce traumatisme a tellement plu à tout le monde. En 2015, 16 personnes étaient instants sur squad chez les Républicains. Personne n'aurait imaginé qu'un homme d'affaires connu, animateur d'une émission célèbre, qui s'amusait là-bas, pourrait... Un type, disons, avec 4, 5 ou 8 femmes, qui sait, personne ne savait vraiment. Tout à coup, il a décidé de se présenter, tout le monde a pensé qu'il faisait sa propre publicité. Oui, voilà. Mais dès qu'il a commencé à parler devant le peuple, ce même peuple qu'on appelle les rednecks, avec mépris. Mais en réalité, ce sont simplement des gens qui produisent quelque chose, ce sont des créateurs de valeur. Et ces gens ont soudain compris que cet homme qui exprime leurs pensées, ils n'en veulent pas. Je ne vais pas énumérer les 20 choses qu'ils ne voulaient pas. Et Trump a ainsi obtenu une popularité folle. Il a surpassé tous ces 16-15 personnes dont l'un d'eux devait devenir président. Qu'ils étaient en là-bas des responsables du Komsomol, en réalité, disons, ils étaient appelés sénateurs ou gouverneurs ou autre chose. Voilà, c'est Trump. C'est une manifestation de résistance, de contre-révolution ou de contre-restauration, selon qu'il s'agissait d'une révolution ou d'une restauration. Et aujourd'hui, Trump fait justement autre chose, il purifie. Vous savez, Tolstoï, ce corps flasque avec une énorme quantité de graisse inutile. Oui, il ne peut pas bouger. Il a une décharge dans la tête, les cheveux emmêlés et ainsi de suite. Pour recommencer à se battre, il faut d'abord se débarrasser de sa propre graisse inutile. Ce que nous faisons en ce moment, c'est nous débarrasser de cette saleté, de ces falsifications, de ces tromperies qui ressortent chez nous chaque jour. Car de plus en plus de documents sont découverts par le FBI, le ministère de la Justice et des Affaires étrangères, sur ce que faisaient ces gens qui, comme lors du dernier festin de Bacchus, essayaient de s'arracher quelque chose pour eux-mêmes, pour leurs proches ou pour leurs amis ou autre chose. À nos dépens, ces gens qui vont travailler, qui produisent de grand quelque chose, puis paient des impôts complètement fous dont on ne sait pas où ils vont ni pourquoi, et ensuite on ne comprend pas non plus comment ils disparaissent. Rien qu'au Pentagone, 6 ont disparu. Je peux me tromper, mais en 50 ans, 6 000 milliards de dollars restent introuvables au Pentagone. Ils ignorent simplement où ils sont. Point final. Comment est-ce possible ? Oui, c'est comme ça. Oui, bien sûr, il semble. Regardez, je vais vous expliquer le problème. Donc toutes les lois que font les États-Unis d'Amérique, qu'il s'agisse de la limitation d'âge ou de mandat, ce sont des lois. Donc les lois. Elles sont adoptées de telle manière qu'elles sont votées par la chambre basse du Congrès, puis par la chambre haute du Congrès, et ensuite elles sont signées par le président. Et c'est là qu'il fallait limiter. Après que Franklin Delano Roosevelt ait fait 4 mandats, il est mort pendant son 4e mandat, si je ne me trompe pas. Il en a fait 3, c'est sûr, et il me semble qu'il est mort pendant le 4e, après avoir été réélu. Après cela, ils ont décidé de limiter le mandat présidentiel à 2 mandats de 4 ans chacun. Et comme cela ne les concernait pas, la chambre basse et la chambre haute ont signé cela avec joie. C'est arrivé sur le bureau du président, et il n'avait pas d'autre choix que de signer, parce que tout le monde le montrait du doigt. S'il ne l'avait pas signé, il aurait été coupable. Qu'en est-il de la limitation de mandat ?
Nous n'abordons même pas la question de l'âge. Après tout, on peut être vif, rapide, intelligent, et tout ça à 70 ans et à 20 ans être complètement idiot, lent et irréfléchi. Mais la limitation à 2 mandats, disons de 4 ans ou de 5 ans, je ne me rappelle plus comment c'est réparti au Congrès, c'est différent, mais disons 2 mandats, point final. Ils doivent eux-mêmes voter pour cela, et ils en sont déjà à la 30e fois. Un mouvement débute pour les empêcher de voter. Puis, soudain, ils meurent. Ces gens doivent eux-mêmes voter pour le fait que toute leur vie se résume à ce qu'ils ont inventé. Il y a assez d'intrigues, ils ont soudoyé assez de gens, rendu hommage à suffisamment de riches ou de syndicats, ils se sont arrangés, ils les ont présentés, fait passer, poussés, ils sont devenus sénateurs ou membres du Congrès. Ensuite, sa vie est assurée, c'est tout. Il peut passer de sénateur à gouverneur, de gouverneur à sénateur, de membre du Congrès à gouverneur, etc. Voilà, c'est une autre histoire. Et s'il sort de ce système, alors c'est fini, sa vie est pratiquement terminée. Ils définissent entièrement le sens de leur vie. Ils doivent maintenant voter pour se suicider eux-mêmes, se tirer une balle dans le pied. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et je ne sais pas quoi inventer, mais il est évident qu'il y aura un sondage auprès de la population, qui ne sera de toute façon pas obligatoire. Et la sécurité et la dimension personnelle, c'est tout à fait certain. Si on m'avait fait ce qu'on a fait à Donald Trump et à sa famille, j'aurais eu, comme on dit, l'entendre la cendre de la classe qui brûle, qui battrait dans mon cœur, comme disait Tyrul Nenspiegel, et je suis très heureux que ça batte. Parce que ces 4 années, donc qui ont eu lieu pendant la période cauchemardesque de la gestion de notre pays, soi-disant par Joe Biden, c'était la débauche totale, un mépris complet de la Constitution, de la loi et ainsi de suite. Simultanément hurlements et tentatives. Un homme qui, en fin de compte, comme il s'est avéré après tous ces procès, il s'est avéré qu'il n'était coupable de rien, absolument de rien. À part le fait qu'il est sarcastique, brusque, qu'il peut dire quelque chose, qu'il peut faire une blague maladroite, comme moi aussi. Parfois, il m'arrive de faire des blagues maladroites, comme le pense ma femme. Elle trouve que je fais souvent des blagues maladroites. Et donc, toutes ces personnes qui hurlaient, qui huaient, qui organisaient en tout ça, est-ce qu'elles sont encore là? On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Oui, non, bien sûr. Nous serions tous dressés. Tous les gens de droite, y compris votre humble serviteur, nous serions tous montés sur nos grands chevaux. Et quand, pour une raison quelconque, l'administration de Trump a décidé de cacher l'affaire avec ce fameux Epstein, nous nous sommes insurgés. Et ils auraient été obligés, pour ainsi dire. Voilà, nous nous serions insurgés encore bien davantage. Mais quand ces gens faisaient exactement ce dont ils essayaient d'accuser Trump, et qu'ensuite il s'est avéré que c'était un mensonge, alors qu'ils faisaient exactement cela, ils doivent en payer le prix. Eh bien, il n'y a pas de confiance envers le gouvernement en tant que tel. Par exemple, la confiance envers le Congrès est aujourd'hui de 23%. Je suis encore surpris que 23% d'idiots fassent confiance au Congrès. D'où viennent-ils? Peut-être que ce sont les familles des membres du Congrès? C'est à peu près ce qu'on attend, mais c'est une histoire banale. De 45 à 52-53, ce sont des fluctuations normales. Parce que ici, il ne s'agit même pas de confiance, mais plutôt d'approbation de l'activité. Disons que c'est un angle un peu différent, et il y a quelqu'un qui pense que oui, ça c'est bien, mais ça par contre, ça ne me plaît pas, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc toi non, moi non plus. Mais quand c'est autour de 50% pour un président en exercice, comme on dit chez nous, c'est plutôt solide. Je pense que la Russie le fait de manière beaucoup plus réussie. Parce que tous les dirigeants et habitants des États qui sont sous l'influence de la Russie voient parfaitement ce qui s'est passé avec la Géorgie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui s'est passé avec la Moldavie et ainsi de suite. C'est-à-dire, tous souhaiteraient vivement se protéger de cette influence. C'est pourquoi, tout comme la direction de l'OTAN l'a dit, 2 personnes ont fait à peu près autant pour ressusciter l'OTAN. L'un est Trump, l'autre Poutine. Je pense qu'ils avaient tout à fait raison parce que Poutine est devenu une menace, on s'était relâché. Oui, où est-ce qu'il va nous attaquer?
Et maintenant, en général, on pense qu'il y a un réel danger que ce fou, pour rester au pouvoir, décide d'attaquer l'OTAN. Oui, par exemple. Ou alors provoquer par envoyer des chars, mais initier quelque chose. En Lettonie, avec de nombreux russophones, des troubles pourraient éclater, un nouveau gouvernement arriver, rejeter l'OTAN et vouloir se rapprocher de la Russie, puis les chars russes interviendraient. Eh bien, ils essaieront. Appliquer l'article 5 du traité de l'OTAN concernant la défense de ses membres prend tout son sens lorsque cela vient de l'intérieur. C'est pourquoi tout le monde le comprend. Et Poutine a ressuscité l'OTAN. Il l'a justement renforcé de cette manière. Ils ont tous commencé à dépenser beaucoup plus pour leur propre armement qu'avant Trump. C'était justement la tâche, c'était l'objectif. Cet objectif était clair et compréhensible. Pendant plus de 40 ans, nous avons protégé tous les pays de l'OTAN, et c'est pourquoi ils se sont permis de ne pas dépenser d'argent pour la défense, mais de dépenser de l'argent pour le social. Ils disèrent de nous, vous êtes soudés sans cœur, vous ne payez pas les femmes 3 ans après l'accouchement. Nous ne pouvons pas payer car nous finançons votre défense. Eh bien, Donald Trump est survenu et a dit « Les gars, on ne peut plus. Avant, il y avait beaucoup d'argent. Maintenant, il y en a moins. Nous sommes endettés. Investissez aussi. Comment osez-vous? Alors, on ne vous protégera plus. Partez. » Quoi? Vous ne nous protégerez plus? Oui, c'est fini. Ils ont dû affronter la situation. Vous y passerez.